Pendant une semaine, j'ai utilisé plusieurs des derniers produits Apple pour vous partager mon expérience et honnêtement, j'ai pas du tout eu le même ressenti d'un produit à l'autre. Certains m'ont vraiment surpris et d'autres m'ont profondément agacé, mais on va prendre le temps, un par un pour en discuter. On commence d'ailleurs par les AirPods Max 2 juste après ça. Trade Republic m'accompagne sur cette vidéo, la banque mobile qui propose un compte courant gratuit et français ouvert en moins de 10 minutes. Trade Republic a déjà rendu 2,5 milliards d'euros d'intérêt à ses clients sur les comptes courants en Europe, puisque les espèces placées sur votre compte sont rémunérées et payées mensuellement. C'est depuis l'application qu'on peut gérer notre budget, nos dépenses et nos investissements en suivant nos marchés favoris et en y participant. Mon argent continue comme ça de travailler pour moi tout seul grâce à Trade Republic et avec le SaveBack. 1% net de mes dépenses est réinvesti automatiquement sur un plan d'épargne de mon choix jusqu'à 15 € par mois. Par exemple, sur un achat de 100 €, 1 € est directement réinvesti sur le plan d'épargne Apple. J'ai même programmé des investissements mensuels sur l'appli pour investir sur des actions et ETF et avoir une routine financière simple et automatisée. Pour plus d'informations, n'hésite pas à consulter les conditions directement accessibles sur le site de Trade Republic et si tu veux voir comment ça fonctionne, tu peux télécharger Trade Republic via le lien en description ou via le QR code qui s'affiche à l'écran. Voilà ma take. Après 6 ans sans réel changement, mis à part l'USB-C, Apple revient avec une nouvelle version de son casque, les AirPods Max 2. Je vous le dis direct, je suis un peu énervé, parce que c'est un casque que j'adore, autant pour son design que pour ses performances. Je l'emmène partout avec moi, train, avion, le son est excellent, la réduction de bruit est bluffante, c'est un vrai plaisir au quotidien. Et justement, quand t'as une base aussi solide, la question c'est qu'est-ce que tu améliores vraiment dans une version 2 ? Le design par exemple, les finitions, la connectivité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien de tout ça. La connexion à l'iPhone est anormalement longue, c'est la première fois que je galère à appairer un produit Apple, et surtout ça fait 6 ans que le premier modèle existe et il n'y a pas de vraie évolution, pas de raison de passer d'un modèle 1 au modèle 2. Alors le casque reste magnifique, tissu mèche sur l'arceau, aluminium sur les coques, c'est premium, c'est propre, c'est Apple. Mais le tissu justement n'a pas évolué et au bout d'un certain temps ça ressemble à ça et ça fait vite dégueulasse. Même chose pour le format, il se plie toujours pas, donc en voyage c'est simple, il prend une place énorme. L'utilisation en avion, c'est un bonheur absolu. Par contre, dans ton sac, c'est une contrainte et il faut anticiper un petit peu cet espace. Et le pire reste l'autonomie. Tout ça parce qu'il n'y a pas de bouton on-off. Je comprends pas. Honnêtement, si cette technologie fonctionnait réellement, pourquoi pas ? Mais là, c'est l'enfer. Tu le poses à 100%, tu reviens quelques jours plus tard, il est vide. Et ça fait 6 ans que les utilisateurs vivent avec ça. Ne pas le corriger sur une version 2, c'est incompréhensible. Et c'est là que ça devient frustrant, parce que malgré tout ça, il est excellent. La réduction de bruit est encore meilleure avec la puce H2, le son progresse légèrement, c'est subtil mais ça s'entend, et on récupère toutes les fonctionnalités des AirPods Pro 3, audio adaptatif, détection de conversation, isolement de la voix, traduction en direct, et pour les puristes, l'audio lossless 24 bits 48 kHz débarque via le câble USB-C, ce qui peut satisfaire les 2-3 audiophiles au fond de la classe. C'est un peu un update safe, dans le sens où Apple améliore ce qui était déjà bien, mais ignore complètement les réels problèmes des AirPods Max. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Mon conseil est simple, si vous avez déjà les AirPods Max version 1, gardez-les. À moins de vouloir un nouveau coloris ou bien l'USB-C, je vois pas bien pourquoi on mettrait 579 € là-dedans. Ensuite, j'ai utilisé l'iPhone 17e pendant une semaine et il y a du bon et du moins bon. Je suis passé de l'iPhone Air à l'iPhone 17e et en remplaçant cet iPhone, on n'est plus du tout sur la même taille d'écran, évidemment, pas le même gabarit ni les mêmes matériaux. C'est un iPhone beaucoup plus minimaliste dans l'approche et j'aime pas mal. Surtout, on l'a bien en main, c'est super confort et il embarque une fonction qui me manquait l'an dernier et que j'utilise en permanence. Le MagSafe. Ça peut paraître bête, mais pour utiliser des accessoires, pour le recharger rapidement sur la table de nuit sans utiliser un câble USB-C, et bah c'est super pratique. Donc le MagSafe, on dit oui, et comme ça au moins, ça fluidifie un petit peu le parcours et l'expérience utilisateur d'un iPhone et d'un utilisateur d'iPhone, puisque on utilise un iPhone 17e ou le dernier iPhone 17 Pro, on a globalement la même expérience. Après, il a un écran plus petit avec ses 6,1 pouces, la même encoche que l'iPhone 16e de l'an dernier, pas de Dynamic Island, et c'est quand on ne l'a plus qu'on se rend compte qu'elle est tout de même bien utile au quotidien. Elles se font tellement dans notre usage que c'est une fois disparue qu'elle apparaît vraiment utile. Après, t'as globalement la puissance d'un iPhone haut de gamme dans un modèle beaucoup plus accessible, et ça correspond exactement à ce que beaucoup de gens attendent aujourd'hui. Il embarque la puce A19, la même que sur l'iPhone 17, l'avantage c'est qu'au niveau performance, t'es tranquille pour plusieurs années. Apple Intelligence est intégrée
intégré, tout comme le modem C1X que j'utilise déjà sur l'iPhone Air et qui rend vraiment la connexion plus stable, surtout plus prévisible au quotidien. Bref, à l'usage, je trouve que c'est un iPhone super confortable, simple, léger et surtout avec une excellente autonomie. Et de manière générale, on se retrouve avec un iPhone qui a l'essentiel, qui manque presque de rien. Et c'est justement là que ce modèle devient intéressant, parce que pour beaucoup de personnes, c'est probablement le meilleur iPhone à acheter aujourd'hui malgré ses limitations. Même côté photo, on a un capteur photo de 48 mégapixels. Il n'en a qu'un seul, mais il permet un zoom x2 propre et surtout un mode portrait qui fonctionne sur beaucoup plus de situations qu'avant. De jour comme de nuit, on a de super résultats avec des photos contrastées, dynamiques, très solides finalement pour la plupart des gens, et je vous dis ça venant d'un iPhone Air avec lui aussi un seul capteur. En fait, il fait tout ce qu'on lui demande sans rien apporter de nouveau. Pas de Dynamic Island, pas non plus de Always On et pas cette fluidité qu'on peut ressentir quand tu passes d'une application à une autre avec ProMotion et le 120 Hz. Si tu viens d'un modèle plus haut de gamme, tu vas le ressentir immédiatement, mais c'est absolument pas la cible. L'idée, c'est de faire un premier pas dans l'univers Apple avec un iPhone entrée de gamme à 719 €, mais qui reste une super porte d'entrée à tout l'écosystème Apple. En réalité, si vous vous intéressez à ce type d'iPhone, c'est probablement que vous changez pas de téléphone tous les ans, que vous cherchez avant tout quelque chose de fiable et qui dure dans le temps. Fait le job sans prise de tête en fait. C'est exactement ce que propose cet iPhone. Un iPhone basique mais tout aussi bien conçu que les autres. Une fois passé les compromis techniques, tu te rends compte qu'il t'empêche jamais vraiment de faire ce que tu veux. En fait, le résumé est assez simple. Si vous venez d'un ancien iPhone, par exemple un 12 mini ou un 13 mini, c'est le choix idéal. En revanche, si vous venez du modèle précédent, gardez-le encore quelques années. En passant de l'iPhone Air à l'iPhone 17e pendant quelques jours, il m'a vachement fait évoluer et réfléchir sur mon usage et ma façon d'utiliser un smartphone. Mais c'est pas le seul à l'avoir fait évoluer. Le MacBook Neo, c'est clairement le produit que j'attendais pas, et pourtant c'est peut-être celui qui a le plus changé mon usage cette année. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo complète dessus si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, mais je vous résume l'essentiel ici. C'est un produit que je trouve extrêmement intéressant pour une raison simple, il s'adresse directement aux personnes faisant déjà tout sur leur iPhone. Aujourd'hui, ton smartphone, c'est tes messages, tes mails, tes photos, ton montage, ton organisation, et au bout d'un moment, ça devient trop limité. Et jusqu'à présent, le passage à un ordinateur était souvent compliqué, notamment à cause du prix. Avec le MacBook Neo, Apple casse les codes. On est sur un MacBook à partir de 699 € ou 799 € en version 512 Go avec Touch ID, donc à stockage égal, c'est presque 1000 € de moins qu'un iPad Pro équipé comme un ordinateur. Et surtout, on n'est plus sur un compromis, c'est un vrai Mac avec macOS. Et ce qui est intéressant ici, c'est le choix technique qu'ils ont fait. Apple intègre une puce d'iPhone, l'A18 Pro dans un MacBook. Ce n'est pas une machine pensée pour les gros usages professionnels, mais pour un usage quotidien. Écrire, naviguer, organiser, préparer, faire un peu de création. Dans ce cadre-là, ça fonctionne très bien. À l'usage, c'est une machine fluide, agréable, facile à transporter, avec une qualité de fabrication vraiment impressionnante pour ce prix. Évidemment, il y a des limites, notamment les 8 Go de RAM qui demandent à rester raisonnable avec son usage, mais dans l'ensemble, ça reste cohérent. De mon côté, il a complètement remplacé mon iPad Pro. Pendant des années, j'ai essayé de faire de mon iPad un ordinateur. Aujourd'hui, j'ai arrêté de forcer, j'ai juste pris un ordinateur. Et c'est exactement pour ça que le MacBook Neo existe. C'est une transition parfaite, un Mac simple pensé pour le quotidien qui permet de passer d'un usage 100% smartphone à quelque chose de plus confortable, plus productif sans exploser son budget. Et je suis surtout curieux de voir comment il va évoluer dans le temps, parce que le pari de mettre une puce d'iPhone sur un Mac, c'est hyper audacieux. Si vous voulez mon retour complet de ce MacBook Neo avec les performances, mon expérience, l'usage derrière et ses limites, je vous ai fait une vidéo dédiée dessus. Finalement, parlons de l'iPad Air. C'est probablement le meilleur rapport puissance-prix chez Apple aujourd'hui, et en même temps, c'est aussi le produit le plus frustrant de la gamme. Apple met une puce M4 dans un iPad Air, donc en termes de puissance, on n'est pas loin de l'iPad Pro. On se retrouve avec une machine largement surdimensionnée pour la plupart des usages. Concrètement, ça veut dire que tu peux tout faire avec, du montage vidéo, de la création d'images, du jeu, il n'y a aucun problème de performance. Et avec 12 Go de RAM, on se retrouve avec quelque chose d'ultra confortable, notamment avec les nouvelles manières de naviguer sur iPadOS, Ted Manager, le multitâche, tu peux vraiment gérer plusieurs applications en même temps sans ressentir de ralentissement. D'autant que la nouvelle version d'iPadOS pousse justement cet usage multi-fenêtre, presque comme sur un ordinateur. T'as aussi les dernières connectivités avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6, la 5G avec le modem C1X et 2 formats au choix. On reste sur un design fin, léger avec Touch ID et un format toujours très agréable à utiliser au quotidien. Mais malgré toute cette puissance, Apple garde des limitations très claires. On est toujours sur un écran LCD en 60 Hz, donc tu as la puissance d'un iPad Pro sans l'expérience d'un iPad Pro. Et ça, à l'usage, tu le ressens. On n'est pas sur un écran 120 Hz et surtout, on n'est pas sur un écran OLED.
qui est je pense l'une des plus belles dalles que tu peux retrouver aujourd'hui sur le marché. Et surtout, la vraie limite à mon sens, c'est pas sur le hardware, c'est vraiment sur le software avec iPadOS. On en parlait un petit peu avec le MacBook Neo et c'est un peu dans cette continuité là. Même si le système a beaucoup évolué, même si le multitâche est meilleur, on reste dans un environnement qui est moins flexible qu'un Mac et que tu veux vraiment travailler sérieusement. C'est un iPad fait pour des tâches créatives, mais en même temps, si tu veux aller plus loin, t'es obligé d'avoir un accessoire, le pencil pour pouvoir dessiner dessus, t'es obligé d'avoir un clavier acheté séparément pour pouvoir écrire avec, et de manière générale, tu ressens encore des limites si t'as besoin de le connecter à un écran externe, si t'as envie de faire ça avec ton iPad par exemple. Et c'est là que ça devient paradoxal, parce que t'as la puissance pour faire tout ça, mais en réalité, tu l'utilises pas vraiment cette puissance. J'ai vachement réfléchi à la question en l'utilisant au quotidien parce que en termes de tablette pure, c'est un produit extrêmement puissant, même trop puissant par rapport à ce qu'on va en faire. Mais en termes d'ordinateur, il reste encore limité. Ce qui rend ce produit difficile à positionner. Il peut tout faire, mais il est jamais vraiment adapté à un usage précis. Et à force de réfléchir à un usage qui finalement me correspond pas forcément, eh bien je suis passé sur le MacBook Neo. Évidemment, c'est propre à chacun, peut-être que vous en avez l'usage et c'est super. Dans ces cas-là, c'est un produit qui sera extrêmement adapté. Parce que l'iPad Air M4, c'est avant tout un excellent produit, très puissant, durable en plus de ça, qui en termes de prix, je trouve qu'il est assez bien positionné. Et honnêtement, pour 90% des gens, il fera tout ce qu'on attend d'un iPad, sans aucun problème. Mais c'est aussi un produit qui te rappelle une chose, la puissance ne suffit pas si l'expérience n'est pas là. De mon côté, ces nouvelles sorties produits a beaucoup bouleversé mon workflow et ma manière d'utiliser les différents produits Apple et même de manière générale mes produits tech, et je suis très curieux de voir si ça a également évolué de votre côté. Et puis dites-moi en commentaire quel nouveau produit Apple vous tente et lequel pourrait inclure votre écosystème. Sur ce, c'était Quentin, à très vite.